Bienvenue à tous. L'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique et qui abrite le siège de l'Union africaine, traverse une crise politico-militaire majeure, suscitant des inquiétudes au niveau régional et international. Alors que le Premier ministre Abiy Ahmed avait déclaré victoire quelques mois après l'offensive visant à déloger les dirigeants de la région du Tigré, la situation militaire a changé de façon spectaculaire, mettant les forces armées fédérales sur la défensive. Les groupes armés tigréens du TPLF et Oromo de l'OELA multiplient les succès militaires, forçant le Premier ministre à décréter l'état d'urgence pour protéger Addis Abeba. Les médiations de l'Union africaine et des États-Unis, ainsi que les appels à la retenue des pays de la région comme le Kenya ou l'Ouganda, n'ont pas encore produit de résultats. Pendant ce temps, la situation humanitaire empire dans le nord, forçant des milliers de personnes à fuir. Comment en est-on arrivé là? Quelles menaces sur l'unité de l'Éthiopie et la stabilité régionale? Réponse avec nos analystes. Il y a un peu plus d'un an, le Premier ministre Abiy Ahmed lançait une opération militaire dans la région du Tigré qui allait marquer le début d'une guerre dévastatrice. L'intervention rapide promise par le prix Nobel de la paix 2019 s'est transformée en un conflit prolongé. Désormais, les rebelles tigréens, avec leurs alliés Oromo de l'OELA, menacent de marcher sur la capitale Addis Abeba. Les autorités appellent les populations à se mobiliser pour protéger la ville. Une situation qui inquiète la communauté internationale. Yacouba Ouedraogo. Abeba, sobre cérémonie pour commémorer le premier anniversaire du lancement de l'offensive du gouvernement dans la région du Tigré. Le 4 novembre 2020, Abiy Ahmed a envoyé l'armée dans la région septentrionale du Tigré pour destituer les autorités régionales issues du TPLF qui l'accusaient d'avoir attaqué des bases militaires. Ce qui avait été décrit par le Premier ministre comme une intervention rapide et ciblée s'est transformé en un conflit durable qui menace désormais la capitale Addis Abeba. Les bellicistes ont décidé de continuer la guerre et nous sommes entrés dans cette guerre parce que la seule option que nous avions était de détruire nos ennemis par la force. Abiy Ahmed avait proclamé la victoire en 2020 après la prise de la capitale régionale Mekele. Mais en juin, le TPLF a lancé une contre-offensive et reconquis l'essentiel du Tigré. Ces dernières semaines, les combats se sont concentrés en Amara où les rebelles ont revendiqué la prise de deux villes stratégiques, Dessi et Komblocha, à 400 km au nord d'Addis Abeba. L'armée de libération Oromo, groupe rebelle allié au TPLF, a annoncé s'être emparé de localités plus au sud, à environ 320 km de la capitale. Désormais, une alliance bâtie autour du TPLF entre 9 organisations rebelles issues de diverses régions et ethnies d'Éthiopie combat le pouvoir d'Addis Abeba. Le Premier ministre, qui a décrété l'état d'urgence, a appelé les populations à s'apprêter pour se défendre. Jusqu'à ce que l'Éthiopie soit libre et paisible, c'est le moment où chaque citoyen doit dire « Je suis un soldat éthiopien » pour condamner ce plan malveillant, tout en se tenant aux côtés des forces de défense nationale éthiopiennes pour humilier l'ennemi. Dimanche dernier, lors d'un rassemblement pro-gouvernemental à Addis Abeba, des dizaines de milliers d'Éthiopiens ont promis de défendre la capitale et dénoncer les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit. Les deux camps restent sourds aux appels internationaux à un cessez-le-feu et à des négociations relayées par l'émissaire américain pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman. Pour Olusegun Obasanjo, envoyé spécial de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique, il est temps d'agir collectivement pour trouver une solution au conflit. Tous les dirigeants ici à Addis Abeba et dans le Nord à titre individuel sont d'accord sur le fait que les différences entre eux sont politiques et nécessitent une solution politique. Cela constitue une fenêtre d'opportunité.
Plusieurs pays ont appelé ces derniers jours leurs ressortissants à quitter l'Éthiopie et le gouvernement américain a ordonné samedi le départ de son personnel non essentiel. Merci beaucoup Yacouba et nos invités pour le débat. À Nouakchott, Patrick Ferrat, président de Stratégie africaine, enseignant à l'IRIS, spécialiste de l'Éthiopie. À Aix-en-Provence, en France, René Lefort, chercheur spécialiste de l'Éthiopie également. Vous avez couvert ce pays pour des journaux comme Le Monde diplomatique ou encore Libération. Et à Dakar, Ibrahima Khan, analyste politique, vous êtes chargé du plaidoyer à Osiwa, l'Open Society for West Africa, auprès de l'Union africaine. Alors, Patrick, je démarre avec vous. 9 groupes qui ont annoncé une alliance pour combattre le pouvoir d'Addis Abeba. Ce qui étonne quand même, c'est le TPLF et le groupe Oromo Oela qui se retrouvent dans le même camp. C'est une surprise pour vous ? Non, ce n'est pas une surprise, mais il faut minimiser ce regroupement d'opposants à Abiy Ahmed. Les Tigréens savent faire tout seuls et le seul avantage qu'il y a dans cette organisation, si l'on peut dire, c'est le groupement Oromo, donc l'armée de libération Oromo, parce que ça met une épine du pied dans la politique d'Abiy Ahmed, parce qu'il faut se rappeler que Addis Abeba est en plein pays Oromo. Donc, si vous voulez, autant les Tigréens sont capables d'aller chercher Abiy Ahmed tout seul à Addis Abeba sans aucun problème. En revanche, ça pourrait mettre une épine de plus dans le pied d'Abiy Ahmed parce qu'il va devoir combattre et les Tigréens et cette franche armée. Ce qui veut dire que l'état d'urgence qu'il a déjà décrété et qui fait mal, on peut dire, à la population tigréenne, il va devoir l'élargir très rapidement par tout ce qui est opposant au Oromo. Donc vous voyez que l'état d'urgence qui a été décrété et donc les militaires qui ont pris la totalité du pouvoir, on va avoir beaucoup de boulot et l'Addis Abeba, ça va commencer à devenir une situation malfaisante si l'on peut dire. D'accord. Alors, René Lefort, la situation militaire a considérablement évolué en faveur du TPLF et de ses alliés ces dernières semaines. Comment est-ce que vous l'expliquez ? René ? Alors, de l'armée fédérale éthiopienne, qui, lorsqu'elle est rentrée en au Tigray le 4 novembre, n'a rencontré quasiment aucune opposition puisqu'il n'y avait pas de Tigréens. Ensuite, elle a tout à fait sous-estimé la capacité des Tigréens dans la clandestinité sur un territoire occupé par les forces d'Addis Abeba à reconstruire une armée. Cette armée est partie à l'offensive au mois de juin. Elle a considérablement avancé. Les positions se sont ensuite figées. Des deux côtés, ensuite, on s'est préparé à un nouvel affrontement. Addis Abeba comptait sur l'effet de masse pour vaincre. Il a donc lancé l'offensive début octobre et les Tigréens ont lancé la contre-offensive qui s'est montrée quand même beaucoup plus dynamique puisqu'elle avance maintenant loin dans le sud. Ce sont des erreurs stratégiques considérables. Il y a un autre point quand même qui compte et qui est essentiel, c'est que les Tigréens constituaient la colonne vertébrale de l'armée éthiopienne, à la fois pour son commandement et à la fois pour les postes techniques. Avec l'emprisonnement des Tigréens de l'armée ou leur désertion vers le Tigray, cette armée a perdu sa colonne vertébrale. Ibrahima Khan, l'Éthiopie n'en est pas à son premier conflit interne, mais là, êtes-vous inquiet pour l'intégrité de ce pays et surtout, c'est tout un symbole, il abrite le siège de l'Union africaine. Ce que ça montre, à mon avis, c'est la fragilité du système qui a été établi lors de la chute du Derg. Créer un État fédéral, c'est une chose, mais créer un État fédéral où chaque État fédéré est basé sur une ethnie dominante est une difficulté. Et la crise actuelle montre toute la difficulté pour non seulement le régime actuel à gagner la guerre, mais pour les Tigréens aussi à envahir Addis. Parce que une chose, c'est de gagner Addis, mais une autre chose est de pouvoir gérer le pays. Et je suis sûr et certain que ceux qui les accompagneront certainement à Addis n'accepteront pas que le système fonctionne comme il fonctionnait avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il faut mentionner dans cette crise, c'est la façon dont les États africains ont réagi. Un an
après la crise, plutôt ce n'est qu'un an après la crise que le Conseil de paix et de sécurité a pu se réunir pour gérer, pour parler de la situation en Éthiopie. Et cela parce que le gouvernement était dans une situation difficile. Donc, dans les solutions africaines aux problèmes africains, c'est une chose, mais arriver concrètement à réaliser ce slogan, la crise éthiopienne a montré qu'il y avait encore beaucoup de chemin pour les Africains à réaliser cela. D'accord, on pourra revenir sur la médiation de l'Union africaine. Mais Patrick, M. Khan a évoqué la donne ethnique. Faut-il craindre une dislocation de l'Éthiopie? Moi, je dirais non, pas pour l'instant. Le but des Tigréens, c'est surtout d'aller à Addis Abeba, de mettre dehors Abiy Ahmed et de récupérer tout ce qu'on leur a volé, leur a été volé depuis 3 ans. Alors, ils l'ont bien annoncé aussi. Après, c'est pas prendre le pouvoir. Quand vous dites ce qu'ils leur ont volé, vous faites allusion à quoi? À tout ce qui est les blocages de leur compte bancaire, toute l'aide qui n'aurait pas été donnée par le gouvernement fédéral vis-à-vis de la région État du Tigray depuis 1 an, et ainsi de suite. Voilà. Et donc tous ces services qui n'ont pas été donnés par l'État. Bon, il faut savoir aussi qu'il y a énormément d'hôtels à Addis Abeba qui ont été fermés parce qu'ils appartiennent aux Tigréens. Donc, ce qu'ils estiment qu'on leur a volé, ils vont le réclamer. Donc, ça sera déjà la première première étape, si on peut dire. Bon. Je dirais que la région Amara, la région Oromo ne disloqueront pas. Le seul cas que l'on pourrait peut-être voir, c'est le Tigray, donc la région du Tigray qui peut-être, par référendum, dans l'avenir, demanderait son indépendance. Mais là, ils s'appuieront sur la Constitution et je pense qu'on est dans un laps de temps de 2 ou 3 ans minimum avant que cette idée émerge, si l'on peut dire. Donc je ne dirais pas un éclatement, une explosion de la fédération éthiopienne, de la République éthiopienne. Je ne pense pas. Et vous, René, la désintégration de l'Éthiopie est-elle une réelle possibilité, surtout que certains, dont vous-même, observaient que les divisions ethniques se sont accentuées depuis l'arrivée d'Abiy Ahmed au pouvoir? Oui, 2 choses là-dessus. La première, c'est que c'est un peu difficile de parler d'ethnie seulement en Éthiopie. Pour prendre un seul exemple, les Oromo, la population la plus nombreuse, ils sont 40 millions. Hein. C'est une nation, hein. C'est pas du tout la même chose. Maintenant, en ce qui concerne le risque d'éclatement, je différerai un peu de Patrick. Je dirais que le risque grandit de jour en jour. Il grandit de jour en jour parce que plus le conflit dure, c'est-à-dire que plus actuellement Abiy Ahmed fait durer le conflit, plus les forces centrifuges s'intensifient. Le gouvernement central aujourd'hui ne contrôle quasiment plus rien. Le gouvernement central n'a plus d'armée. Les vraies armées aujourd'hui éthiopiennes, c'est les forces spéciales Amara ou les forces spéciales Oromo. Donc, l'État central est dans une telle déliquescence que, je le répète, il y a une poussée des forces centrifuges dont on voit mal où elles s'arrêteront si la guerre continue. Alors, Ibrahim Khan, vous parliez tantôt de l'Union africaine, mais l'Union africaine et la communauté internationale, de façon plus générale, a-t-elle été timide? Mais on se rappelle aussi qu'au début du conflit, Abiy Ahmed avait catégoriquement rejeté une médiation de l'Union africaine. Tout à fait. Abiy Ahmed est victime de sa propre stratégie. Je ne sais pas pour quelle raison, parce qu'il pensait que l'Éthiopie est un grand pays, une grande nation. Il a refusé toute forme d'intervention pour amener les 2 parties à la table. Mais quand la situation s'est dégradée, comme l'ont expliqué les deux autres invités, il a été obligé d'aller à la table. Mais maintenant, pour discuter quoi? C'est ça qui est la chose la plus difficile pour lui à l'heure actuelle, parce qu'il est dans une position très difficile, même intenable, et accepter la médiation de l'UA et des autres et de la communauté internationale revient à discuter des conditions de son départ, à discuter des conditions d'une fin de guerre, mais qui ne sera pas à son avantage. Et c'est ça toute la difficulté que rencontrent aujourd'hui les intermédiaires, parce que les discussions
je suis sûr et certain, vont traîner. Et si les discussions continuent de traîner, surtout la partie qui triomphe actuellement sur le terrain risque de descendre sur Alice. Et ça risque de poser encore d'autres difficultés. D'accord. Alors, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Archiduc Théodore à N'Djamena écrit « La crise éthiopienne est grandissante. Il est temps que l'Union africaine et la communauté internationale agissent pour l'atténuer et éviter le pire. Cette crise peut causer l'instabilité dans les pays voisins si les rebelles arrivent à marcher sur Addis Abeba. » Puis les Sumbu, lui, il est à Luanda, en Angola. Il nous dit que chaque fois qu'un pays africain veut se relancer, tout d'un coup, une rébellion se pointe pour freiner tous les efforts qui ont été consentis. Les travaux du grand barrage de la Renaissance sont maintenant remis en cause. Il me semble que ce sont les Éthiopiens eux-mêmes qui sont les ennemis de l'Éthiopie. Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Le conflit qui sévit en Éthiopie depuis 1 an est à l'origine d'une crise humanitaire aiguë, surtout dans la région du Tigré, dans le nord du pays. Et selon les Nations Unies, plus de 5 millions de personnes ont urgemment besoin d'assistance en Éthiopie. L'aide humanitaire a du mal à arriver chez les personnes qui en ont le plus besoin. Le point avec Dili Diko. Actuellement, l'Éthiopie reçoit plus d'aide humanitaire des États-Unis que tout autre pays au monde. Et pourtant, l'impact de cette aide peine à se matérialiser sur le terrain. Les denrées de première nécessité et les médicaments ne parviennent pas aux Tigréens et des centaines de milliers de personnes déplacées tentent de fuir la famine. Seulement 14% de l'aide nécessaire est entrée dans la région du Tigré depuis le début du blocus en juin, selon l'ONU. Les premiers à souffrir de la situation sont les enfants. Les médecins me disent qu'elle souffre de malnutrition. Nous irions dans le désert et ma fille était malade et j'avais peur pour elle. Il est blessé à cause de la guerre et il souffre également du manque de nourriture. Dans la capitale tigréenne Mekele, un responsable de l'hôpital de référence d'Aïder explique que la région meurt à cause de la faim. Il précise que les patients n'ont pas reçu de viande, d'œufs ou de lait depuis le mois de juin et certains jours, ils ne reçoivent rien. Des sérums injectés par intraveineuse sont parfois les seuls moyens de redonner du tonus à des enfants malades et malnutris, comme la petite Megdes Moulou. Elle va mieux maintenant, mais avant, elle souffrait de vomissements et de diarrhées. Ici, on lui administre des fluides et son état s'améliore. À l'hôpital, les coupures d'électricité sont également un problème. Et lorsque des chirurgies d'urgence doivent être faites, un générateur diesel alimente le bloc opératoire. Ce système requiert du carburant, mais le carburant manque également et les ambulances stationnées ne parviennent donc pas dans les villages reculés. Lorsqu'elle est tombée malade, elle n'a pas pu recevoir de soins nécessaires dans notre village. C'était à cause de la situation là-bas. Ma fille n'a pas reçu d'aide médicale appropriée.
Dans l'ensemble du Tigré, le nombre d'enfants admis pour des cas de malnutrition aiguë a augmenté, mais reste difficile à estimer à cause de l'accès humanitaire limité dans la région. Selon l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, de février à août 2021, 18 600 enfants souffrant de sous-alimentation ont été recensés, contre 8 900 en 2020. Mais tout porte à croire que cette situation reste fortement sous-évaluée. Merci beaucoup Dili, et je rappelle nos invités à Nouakchott, Patrick Ferrat, président de l'association Stratégie africaine, enseignant à l'IRIS et spécialiste de l'Éthiopie, à Aix-en-Provence en France, René Lefort, chercheur spécialiste de l'Éthiopie, qui a couvert ce pays pour des journaux comme Le Monde diplomatique ou encore Libération. Et puis à Dakar, Ibrahim Khan, analyste politique chargé du plaidoyer à Osiwa auprès de l'Union africaine. Alors Patrick, quelles peuvent être les conséquences régionales de ce conflit si une solution n'est pas trouvée très vite? Je dirais que le problème va rester surtout en Éthiopie, parce que, comme le disait un de vos invités, il va falloir trouver une solution après, que les Tigréens arrivent à Addis Abeba ou pas. Et donc là, c'est toute la reconstruction politique de l'Éthiopie qui va devoir être faite. Mais ça risque de durer dans le temps, puisque Abiy Ahmed, a priori, n'a pas l'intention de partir, et je vois mal, comme votre invité, une quelconque médiation aujourd'hui. Sur le conflit régional, je dirais, l'Érythrée va rester le vilain petit canard du coin, si l'on peut dire. Ça va générer quelques problèmes avec Djibouti, dont les capacités de ravitaillement sur l'Éthiopie vont être légèrement diminuées, même s'il existe d'autres axes logistiques. Si vous laissez Cambodge, qui est des dispositifs majeurs, peut-être contournés par celui de Guérédawa ou par celui qui est le plus à l'est. Voilà. Donc le reste des pays ne seront pas énormément touchés, excepté un petit peu pour tout ce qui est insécurité alimentaire pour le Soudan, mais pas pour les organisations politiques, me semble-t-il. Alors René Lefort, l'Éthiopie, c'est quand même un géant militaire et économique dans une région qui est déjà minée par l'instabilité. En plus, des milliers de réfugiés ont fui vers d'autres pays comme le Soudan. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour toute la région? Bien sûr, c'est pour toute la région. Vous dites que le pilier, la force militaire de la Corde, elle ne peut plus être dans sa force actuelle, le pilier de la stabilité de la Corde. Il y a ensuite, donc, Isaias Afewerki, dont le père a toujours été. Je crois qu'on a quelques soucis avec M. Lefort. Alors, Ibrahim Khan, on ne parle pas assez de l'Érythrée, qui était au début, en fait, un des grands protagonistes, en fait, très influent, en tout cas, dans les victoires militaires de Addis Abeba. On n'en parle presque plus. Oui, ou très peu, en tout cas. On n'en parle pas parce que l'Érythrée a été freinée aussi dans ses actions. Je pense qu'il y a eu, surtout au niveau de la communauté internationale, particulièrement des États-Unis, des menaces à peine voilées contre l'Érythrée au cas où elle continuerait à appuyer Abiy Ahmed. Et vous savez aussi que l'Érythrée se trouve dans une région où elle a besoin d'aide des pays arabes, et les pays arabes, dans une certaine mesure, suivent les conseils de pays comme l'Égypte, qui joue un rôle très, très, très important dans cette crise, pour des raisons que vous savez, qui ne sont pas seulement liées à la question du barrage, mais l'Égypte est aussi intéressée par comment les affaires sont gérées à Addis. Et ça, c'est vraiment une chose que l'Érythrée doit prendre en considération. Justement, je voulais juste ajouter un point important sur une des questions que vous aviez posées, c'est l'impact de la crise pour l'Afrique. Je pense qu'elle sera énorme. D'abord, elle sera vraiment problématique pour l'Union africaine, dont le siège est à Addis, qui ne va plus fonctionner dans les semaines et les mois à venir tant que la crise ne trouvera pas une solution. Ensuite, une des régions qui connaît le plus de réfugiés au monde, des pays comme l'Ouganda, comme le Kenya et dans une moindre mesure le Soudan, sont déjà affectés par des crises pour pouvoir encore recevoir des millions de réfugiés éthiopiens. N'oubliez pas que l'Éthiopie, c'est le deuxième pays africain du point de vue de la population. Tout à fait.
de personnes. Donc, vous voyez que au-delà des aspects politiques et autres, il y a cette dimension. Le dernier point que je mentionnerai, c'est parce que vous avez l'élément que vous avez fait passer à parler de la dimension humanitaire, mais aussi de la dimension droit de l'homme. Dimension humanitaire, visiblement, il y a eu des crimes de guerre qui ont été commis. Pratiquement selon le Haut Commissariat aux droits de l'homme et la Commission éthiopienne des droits de l'homme, par toutes les parties, c'est-à-dire aussi bien les Érythréens, les Éthiopiens que les Tigréens. Et ça, un jour ou l'autre, ils devront en payer les conséquences. Ils devront rendre compte. Et la reddition de ces comptes-là va aussi peser sur le cours des négociations en cours. D'accord. Alors, Patrick, on évoquait tout à l'heure le dossier du barrage. Hein. Est-ce qu'il sera également impacté, surtout quand des protagonistes, le Soudan, est également miné par une crise interne? Non, parce que le deuxième remplissage, la phase qui était la plus importante pour le barrage, a été faite cet été, il n'y a aucun problème, avec une grosse saison des pluies. Et les premières productions de ce barrage devraient commencer en fin d'année. Donc ça continuera. Et le grand barrage va produire son nécessité. Bon, il n'empêche que le Soudan, comme l'Égypte et l'Éthiopie, devront s'asseoir autour d'une même table pour avoir une meilleure coopération plutôt qu'une compétition. Voilà. Mais je ne pense pas, si vous voulez, que les productions du grand barrage soient affectées justement par ce conflit. C'est peut-être le seul élément positif que l'on peut voir. Alors, je ne sais pas si on a de nouveau René Lefort qui parlait un peu des conséquences dans la région. René, vous êtes avec nous? Allez-y. Oui, je suis avec vous. Je voudrais revenir sur un point qui est absolument capital, c'est l'erreur de la communauté internationale. Elle a considéré... On l'a encore perdu malheureusement. Alors, Ibrahim Khan, justement, M. Lefort évoquait un peu le rôle de la communauté internationale, mais quand vous voyez plus globalement l'Afrique, avec tous ces conflits en Afrique de l'Ouest, les instabilités politiques, quand même, pour quelqu'un qui travaille sur, disons, la bonne gouvernance, vous pensez que c'est la bonne gouvernance qui est à l'origine de tout cela? Je pense que les crises que nous vivons, notamment en Afrique de l'Ouest, c'est les crises de l'État en Afrique. Nous avons certainement des pays, mais nous avons difficilement des États. Et cela s'explique pour des questions politiques, des questions historiques. N'oubliez pas que l'Éthiopie a traversé 2 guerres civiles pour en arriver là. Et jusqu'à présent, on n'est pas arrivé à consolider l'État éthiopien qu'avait légué l'empereur Haïlé Sélassié. Pour le Soudan voisin, vous voyez que depuis 1964, c'est un pays qui vit dans une sorte d'instabilité. Et je peux prendre le cas du Sahel. Et donc, l'État en Afrique, en tout cas l'État tel que les puissances coloniales ont légué, n'est pas un État viable. Et il faut le repenser. D'accord. Il faut le repenser dans son fonctionnement, mais aussi dans sa configuration. Alors, on a parlé de l'Éthiopie. L'État fédéral doit être repensé. D'accord. Peut-être rapidement, Patrick, la principale leçon de cette crise éthiopienne, peut-être, est-ce que ce n'est pas justement qu'un pays avec une forte armée n'est pas forcément à l'abri de conflits ou d'instabilité? 10 secondes. Oui, mais c'est surtout que l'armée